à tous et bienvenue à cette journée porte ouverte digitale du CHEP 78, le centre d'enseignement horticole et de promotion. Situé en pleine nature, au Tremblay-sur-Moldre dans les Yvelines, sur un domaine de 21 hectares à 40 km de Paris. C'est dans le parc de la Haute-Vallée de Chevreuse, pour vous situer plus précisément. Un cadre donc exceptionnel. Le CHEP 78 vous propose en formation initiale scolaire depuis la 4e jusqu'au BTSA dans la filière du paysage et de l'environnement et jusqu'au bac dans la filière forêt. En formation par apprentissage de la 3e de préparation à l'alternance jusqu'au BTSA aménagement paysager. En formation continue, des actions qualifiantes et certifiantes pour les jeunes, les adultes et les demandeurs d'emploi. Si vous envisagez un parcours professionnel dans les métiers du paysage, de l'environnement, de la forêt et du développement durable, des métiers qui recrutent, notamment dans le paysage ou la forêt, vous êtes au bon endroit. Pendant plus d'une heure, vous allez pouvoir découvrir ou approfondir vos connaissances du CHEP 78 grâce aux intervenants du centre qui seront présents avec nous en direct. Posez toutes vos questions sur le live Facebook et également sur YouTube. Cette journée porte ouverte digitale commencera avec la direction du centre qui sera avec nous, Stéphane Amiot, qui présentera notamment le centre, l'offre de formation et le campus du CHEP 78. Focus ensuite sur les cours au sein de la filière forêt avec Gérard Matra, enseignant dans la filière forêt, pour découvrir les enseignements et les projets que vous aurez à réaliser dans cette filière. Il sera accompagné par un étudiant, Julien Jalabert, qui est lycéen dans cette filière forêt. Zoom sur la filière aménagement paysager avec Jean-Luc François, enseignant dans la filière aménagement paysager du CHEP 78. Il nous présentera cette filière et il sera accompagné par un lycéen, Hugo Grandjou, qui lui est lycéen dans cette filière aménagement paysager. Isabelle Amici, enseignante en charge de la biologie ESC et projet, nous présentera ensuite les caractéristiques des formations dans sa spécialité et répondra à vos questions, notamment sur les projets. Ce sera au tour de Sébastien Janin, enseignant dans la filière environnement, de présenter ce parcours et les nombreux débouchés qu'il propose. Enfin, nous terminerons cette journée porte ouverte digitale avec Brianne Brisson, formateur au sein du CFA, qui nous parlera des opportunités offertes en apprentissage au sein du CHEP. N'hésitez pas donc à poser toutes vos questions sur le live Facebook ou sur YouTube pour les différents intervenants. Ils pourront vous répondre en direct. Et sans plus tarder, nous accueillons avec nous Stéphane Amiot, le directeur du CHEP 78, qui va nous présenter le centre. Bonjour Stéphane Amiot. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur du CHEP 78. Pouvez-vous nous présenter votre centre ? Tout à fait. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc au centre horticole d'enseignement et de promotion du Tremblay-sur-Moldre, donc dans les Yvelines. Et je suis ravi de pouvoir faire découvrir notre établissement et donc surtout n'hésitez pas à poser toutes vos questions auxquelles nous allons donc répondre durant ce moment passé ensemble. Avant de vous présenter le CHEP, je voudrais commencer par des remerciements. Je voulais remercier chaleureusement l'ensemble des équipes du CHEP qui réalisent un travail remarquable depuis le 16 mars pour assurer la continuité pédagogique. Je les remercie donc pour la qualité de leur travail, leur implication, leur détermination et leur conscience professionnelle. Je voudrais remercier plus particulièrement aussi Madame Barlet, donc mon adjointe en charge des équipes pédagogiques et éducatives, qui dans le contexte très particulier dans lequel nous vivons tous en ce moment, a su accompagner et rassurer les équipes. Donc je la remercie pour son soutien et son professionnalisme. Je voudrais également remercier, et un grand remerciement à Madame Bolos-Legrand, donc enseignante et chargée de communication, pour tout le travail fourni pour la réalisation donc de cette IJPO, donc une première pour nous, pour donc la production de tous les visuels que vous allez pouvoir découvrir. Et un merci également, un grand merci aux différents intervenants que vous allez découvrir tout au long de cette IJPO, enseignants, formateurs, apprenants, et à Monsieur Casajuste, en charge aussi de nos réseaux sociaux, qui relayera vos questions et tentera d'y répondre également en direct. Si j'ai souhaité commencer ainsi, c'est pour que vous puissiez apercevoir aussi au travers donc, de ces remerciements, c'est la disponibilité et l'implication du personnel du CHEP et donc indirectement l'accompagnement dont vous allez pouvoir bénéficier en intégrant notre établissement. Donc, le CHEP, Centre horticole d'enseignement et de promotion, est donc un établissement privé sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. Donc, il est composé de 3 structures, un collège-lycée,
et professionnel qui accueille donc les élèves de la 4e jusqu'au BTS. Un centre de formation d'apprentis qui propose des formations du CAP au BTS en passant par des BPA, des brevets professionnels et des certificats de spécialisation. On a également donc un service de formation pour adultes qui propose des formations courtes et des formations diplômantes. L'ensemble de nos formations donc s'articule autour de 4 filières: l'aménagement paysager, la forêt, l'environnement et l'horticulture. Mais je laisserai donc mes collaborateurs vous présenter en détail nos filières et les formations. Alors Stéphane Amiot, justement, quelle est la vocation du CHEP 78 et les débouchés après vos formations? Alors, notre ambition est de former les professionnels et futurs professionnels des métiers du paysage, de l'horticulture, de l'environnement ou de la forêt. Pour cela, donc, nous sommes vigilants à pouvoir donner une chance à tous pour réussir son parcours de formation et son insertion professionnelle. Donc, notre engagement est d'encourager, de redonner confiance et d'accompagner chaque apprenant tout au long de son cursus et jusqu'à son entrée dans la vie active. Donc, les échanges réguliers entre nos équipes, les parents, les apprenants, les professionnels et différents acteurs ou partenaires de notre établissement donc, sont gages de confiance et de qualité pour l'accompagnement et la réussite de tous. Concernant les débouchés, le taux d'insertion de nos diplômes avoisine les 80%. Nous sommes sur des secteurs en plein emploi. Petit exemple rapide, on peut regarder, ne serait-ce que sur le site de Pôle emploi, on a environ 1800 offres aujourd'hui pour jardiniers paysagistes, un petit peu plus de 800 pour des ouvriers forestiers, un peu plus de 200 pour tout ce qui touche l'environnement. Et ça, ce ne sont que les offres visibles, car dans ce milieu, dans le milieu agricole, et plus particulièrement dans nos filières, on sait que les offres diffusées n'est qu'une petite partie du besoin réel des entreprises. En ce moment, toutes les semaines, plusieurs entreprises nous appellent afin de nous faire part de leurs besoins en personnel et leurs difficultés à recruter faute de candidats. Alors, au cœur de vos formations, Stéphane Amiot, l'autonomie et la responsabilisation sont 2 points importants pour vous. Ce sont en effet 2 compétences importantes. Nous formons de futurs professionnels. Une partie de nos apprenants ont déjà, par leur statut d'apprenti, donc sont déjà des salariés dans des entreprises. Donc aujourd'hui, ce qu'attendent les chefs d'entreprise, c'est que leurs salariés donc soient responsables, autonomes, surtout dans nos filières où il y a une obligation de résultat, il y a un contact avec des clients, du travail d'équipe, de la manipulation d'outils et d'engins. Donc de plus, l'autonomie et le sens de la responsabilité sont aussi importants pour réussir son insertion sociale. Alors, vous mentionnez les entreprises. Pouvez-vous nous parler de votre réseau de partenaires et de professionnels au centre? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ils sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'établissement. On travaille avec un grand nombre de partenaires et grâce à eux, nous mettons en place ce que nous appelons donc des chantiers écoles. Le principe des chantiers écoles, c'est de pouvoir réaliser des séances pédagogiques pratiques en dehors des installations du CHEP. Ça permet aux apprenants de travailler dans un autre contexte, mais surtout à partir d'une commande, qui peut être un particulier, une collectivité, une association ou une entreprise. Dans ce contexte, à la différence des ateliers pratiques réalisés dans l'enceinte du CHEP, nous ne sommes pas donc sur des travaux éphémères, mais sur des travaux durables, réalisés donc dans des conditions similaires aux conditions que rencontreront les apprenants dans leur future vie professionnelle. Alors, donc pour vous donner ne serait-ce qu'un aperçu donc de nos partenaires, donc on travaille donc avec l'ONF, le zoo de Thoiry, la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, la ferme de la Tremblay, le PSG, la ville de Jouarre-Pontchartrain, de Coignières, avec le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, le domaine de la Frossardière, Truffaut, les jardineries Poulain, la ferme du Bec-et-Loing. Et je vais m'arrêter là pour le moment, sinon ça prendrait un peu de temps. Donc effectivement, un réseau assez étoffé. On sent d'ailleurs que vos formations sont orientées avec un objectif commun, l'employabilité des personnes qui en sortent. En effet, l'employabilité, c'est important. Notre philosophie, ce n'est pas de former pour former. On ne fait pas de la formation pour de la formation, mais pour proposer des formations qui vont répondre aux besoins des entreprises. Notre objectif est que chaque apprenant, à l'issue de son parcours chez nous, puisse trouver un emploi ou poursuivre sur des formations supérieures. Augmenter sa qualification, c'est aussi augmenter et améliorer son employabilité. C'est d'ailleurs pour ça que nous étudions, actuellement, donc l'ouverture de nouvelles formations et des formations supérieures, comme des BTS sur la filière forêt, ou une licence professionnelle pour la poursuite de nos BTS actuels dans l'établissement. Alors, quels sont les profils que vous recherchez? Est-ce qu'on doit avoir des prérequis particuliers pour intégrer vos formations au centre? Alors, on ne recherche pas, nous, de profil en particulier, puisque notre devise est d'offrir à chacun la chance de réussir.
Mais il faut quand même aimer la nature, aimer être à l'extérieur, et surtout, le plus important, donc à mon sens, c'est de venir au CHEP par choix, et non pas de pousser la porte de l'établissement par hasard ou par défaut. Et le parcours d'admission, c'est souvent une question qui revient très régulièrement. Le parcours d'admission dans vos filières et les dates de prochaine rentrée, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Alors donc la rentrée, on est calé sur la rentrée scolaire, hein, donc au mois de septembre. On peut dès à présent, de toute façon, compléter et retirer un dossier d'inscription. Il n'y a pas de sélection hein, à proprement parler. Hein. Ce qui compte avant tout, c'est la motivation et la fiabilité hein, du projet du jeune. Nous sommes d'ailleurs présents aussi hein, sur Parcoursup et sur AFLNet. Si il nous arrive en effet de faire passer quelques tests. Ce ne sont pas des tests de sélection, mais plutôt des tests de positionnement, de façon à voir un petit peu le niveau de chacun et leur apporter par la suite, donc du coup, un accompagnement en fonction du positionnement donc réalisé. Chacun a sa place au CHEP, hein, y compris les jeunes qui présentent des troubles des apprentissages, hein, que nous accompagnons d'ailleurs au quotidien, en mettant à la disposition de ceux qui ont une prescription, donc une A1 ou un AVS. On les accompagne aussi dans le montage des dossiers d'aménagement d'épreuves. On applique, tant que soit peu, donc une pédagogie différenciée donc dans la mesure de nos capacités. Nous avons d'ailleurs au sein de l'établissement hein, donc une référente, Madame Grenet, responsable donc de la vie scolaire, qui se rapproche et accompagne les familles concernées. Alors, vous parliez pour de les inscriptions, l'accessibilité. Pardon. Juste une question, effectivement, puisqu'il y a beaucoup de questions d'ailleurs. N'hésitez pas à poser vos questions sur la page Facebook et sur le YouTube. Vous parlez d'accessibilité, effectivement, Stéphane Amiot. On a une question de Laetitia Gouin. Bonjour, est-ce que vos formations sont accessibles aux étudiants étrangers? Nos formations sont accessibles à tous les étudiants qui sont en situation régulière, donc qu'ils soient étrangers, ça ne pose aucun souci. Alors, une autre question assez précise de Chloé Ferron. Travaillez-vous sur le thème de l'agroforesterie en partenariat avec des établissements privés ou dans le domaine de recherche publique? Question précise. Alors, je laisserai du coup la question éventuellement à monsieur Matra plus appropriée sur les détails pour rentrer sur pour pouvoir répondre à cette question. Alors, et ne pas du coup étendre sur la partie forêt qui va du coup être la suite de la présentation. Encore un mot, Stéphane Amiot. Donc, pour ceux qui veulent avoir des renseignements complémentaires sur les formations, on l'a compris, qui sont très nombreuses au sein du centre, vous avez un site internet où on peut retrouver des informations? Donc oui, toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur notre site, hein, c'est www.chep78.fr. Pour tous ceux qui souhaitent s'inscrire au sein de l'établissement, hein, donc aujourd'hui on a un petit peu adapté le processus de recrutement au regard de la situation actuelle et du confinement. Donc pour ce faire, on demande à chaque personne qui souhaite s'inscrire d'envoyer un mail à l'adresse suivante, donc c'est jpo@chep78.fr. Et dans le mail, hein, on demande tout simplement d'indiquer donc les coordonnées des représentants légaux, le nom donc des parents en l'occurrence, le nom et prénom et la date de naissance donc du jeune, la classe souhaitée, et de nous joindre donc les bulletins scolaires du premier et deuxième trimestre et une petite lettre de motivation. À la réception donc du mail, nous recontacterons donc la famille de façon à pouvoir programmer un entretien mais en visio, puisque pour nous il est important qu'il y ait un échange individuel avec chaque apprenant qui souhaite rentrer dans l'établissement. Alors, on a une question pour vous, Stéphane Amiot, d'un lycéen apparemment. Moi, j'habite à La Réunion. Est-ce possible de faire une formation chez vous? Tout à fait, puisqu'on a donc d'une part un internat, donc l'internat qui accueille aujourd'hui, on a une centaine de places hein, sur l'internat, donc un internat mixte avec donc une partie pour des garçons et une partie pour les filles. Et donc les jeunes, dès 14 ans, peuvent rentrer dans l'établissement et intégrer l'internat. Une question en matière de reconversion qui nous est posée par Corinne Boujasson. J'ai 58 ans et je souhaite faire une reconversion professionnelle. Est-ce possible au centre? Alors sur notre secteur donc formation pour adultes, on peut en effet accompagner chaque aujourd'hui adulte dans un choix de réorientation ou de reconversion professionnelle. Mais du coup là, on est le plus simple, c'est de pouvoir se rencontrer et d'échanger plus profondément sur le souhait et les motivations donc de chacun. Alors merci Stéphane Amiot pour ces premiers points. N'hésitez pas à poser vos questions. Stéphane Amiot y répondra dans quelques instants. Vous êtes très nombreux à nous suivre actuellement et on vous en remercie.
Et on va, avant de pouvoir enchaîner sur Gérard Matra, qui est un enseignant dans la filière forêt, regarder une vidéo de présentation du centre CHEP 78. Allez, de retour dans cette journée porte ouverte digitale du CHEP 78. De très belles images, hein. Vraiment, on est en pleine nature au sein du centre, donc au plein cœur des Yvelines, dans le parc de la Haute-Vallée de Chevreuse. On va justement parler de forêt, puisqu'on va avoir dans quelques instants Gérard Matra, qui est enseignant dans cette filière forêt au centre. Bonjour Gérard Matra. Bonjour à vous. Alors, vous êtes donc enseignant dans cette filière forêt. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre filière ? Allô? Oui, Gérard Matra, donc, vous êtes enseignant dans cette filière forêt. Pouvez-vous nous présenter cette filière aux spectateurs qui nous regardent? Très bien. Cette filière est à la base donc forcément sur la gestion forestière et l'exploitation forestière. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas forcément avoir une tronçonneuse et être en forêt pour abattre. C'est avant tout donc gérer une forêt, c'est-à-dire connaître le sol, connaître le biotope, connaître sa forêt dans sa globalité. De là, pouvoir avoir tous les éléments en main, les meilleurs diagnostics pour pouvoir choisir la meilleure intervention à faire et intervenir pour améliorer le potentiel de la forêt. Ensuite, effectivement, il y a la phase d'exploitation où là, c'est de l'abattage, du débardage et ensuite, bien évidemment, la commercialisation du bois, chose très importante car en forêt, la partie économique est très importante ainsi que machinisme, comme on a pu voir sur l'affûtage, etc., ce genre de choses. Alors, Gérard Matra, quels sont les cours qui sont proposés à vos élèves dans cette filière forêt? Excusez-moi, c'est les joies du... Les joies du direct, effectivement. Les joies du direct, c'est ça, exactement. Alors, quels sont les... On va le garder, tant pis. Quels sont les cours que vous proposez, justement, Gérard Matra, dans cette filière forêt? Alors, les cours, donc moi, je suis particulièrement professeur technique. Les cours sont basés sur les stations forestières, c'est-à-dire donc l'étude de la parcelle forestière, comme je vous expliquais, c'est-à-dire le sol, également la situation géographique, etc. Ensuite, la partie sylviculture. Donc, la partie sylviculture, c'est en gros l'élevage de nos forêts. À savoir planter un arbre, mais aussi lequel choisir dès son plus jeune âge, dès qu'ils font presque 1 mètre de hauteur. Ensuite, la taille de formation, c'est-à-dire préparer son houppier, préparer la tête de l'arbre, entre guillemets, c'est par là qu'on va avoir ensuite une belle bille de pied, un beau bois pour former plus tard de belles planches, de beaux mérins pour faire les tonneaux pour les amateurs de Bordeaux. Et ensuite, il vient la partie exploitation. Donc là, avec donc l'abattage manuel, malheureusement pas encore mécanisé pour notre lycée, mais ça ne serait tardé via des simulateurs. Ensuite, il y a la partie donc conduite d'engin. Conduite d'engin, ça prend une bonne partie. Et du coup, forcément, ce qui va avec, c'est la maintenance des engins. Savoir se débrouiller sur un chantier, réparer un flexible, faire des vidanges dans des ateliers, aux normes, etc. Tout ce qui va avec. Voilà.
Alors, Et évidemment, excusez-moi, j'ai oublié la partie économique, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. La partie économique, c'est-à-dire que si de toute façon, il faut qu'un chantier soit rentable, que ce soit en sylviculture, en plantation ou bien en exploitation. L'idée de notre exploitation, de notre filière, c'est de toute façon de sortir du bois de nos forêts pour séquestrer du carbone, entre autres, et au passage, utiliser cette énergie. Voilà. effectivement, une filière très active et une formation qui est vraiment, on le voit d'ailleurs autour de vous, axée sur le terrain et sur la pratique. Exactement, on est en permanence sur le terrain. Tous nos cours théoriques, on les fait très rapidement, on les remet sur le terrain, on les redispose sur le terrain. Il faut créer du lien. Également par rapport aux matières générales, hein, que ce soit les maths, français, etc. Très rapidement, nos maths sont très importantes pour la partie forestière. Donc on essaie d'allier sans cesse cette partie professionnelle avec nos parties plus théoriques et matières générales. Alors, vous parlez justement de professionnels. Y a-t-il des stages professionnels à effectuer au cours de la formation et comment vous accompagnez vos élèves dans la recherche de leurs entreprises? Effectivement, ça rentre complètement dans la formation, les stages. De mémoire, il y a des stages dès la seconde, mais c'est des petits stages de cycle court pour voir un peu tous les métiers qui peuvent exister. Ensuite, en première année, il y a une période de 5 semaines qui se déroule vers le mois d'avril, puis une seconde période de 5 semaines qui se déroule au mois de mai-juin. Et ensuite, en phase terminale, on peut mieux dire, en première année de terminale, au mois de novembre, encore un mois de stage. Et suite à tous ces stages, on demande à nos jeunes un rapport de stage sur un thème bien défini. Voilà. Pour ce qui est la recherche de stage, ce qui est très important, c'est comme tout professionnel et dans tout métier, c'est le réseau. C'est de travailler son réseau le plus tôt possible de par ses connaissances. Et nous, effectivement, on accompagne les jeunes, bien évidemment. Mais l'idée avant tout, c'est d'accompagner les jeunes, mais dans la façon de rechercher leur stage. En aucunement de leur donner dans la main, si je puis dire. C'est qu'ils apprennent aussi cette recherche. Cette recherche de stage est aussi une formation. Alors, quel profil recherchez-vous pour intégrer cette filière forêt? Est-ce qu'il y a des prérequis en particulier? J'imagine qu'il faut plutôt aimer la nature pour faire une formation qui est vraiment en pleine nature, comme on le voit derrière vous. Et comment postuler dans votre formation? Exactement. Les prérequis, en fait, il n'y en a pas vraiment. Le principal, c'est d'aimer la forêt, d'aimer notre métier, de se projeter aussi dans ce métier, évidemment. Et après, c'est quoi votre autre question? Alors, comment on peut postuler pour entrer dans cette filière forêt? Tout simplement en allant au CHEP et en donnant ses bulletins, etc. Là, je ne saurais pas vous en dire plus. Mais du moment qu'on sort d'une seconde générale, enfin d'une troisième d'ailleurs, d'une troisième, ensuite d'une seconde, il y a aussi des élèves parfois qui sont trompés entre guillemets de filière et qui reviennent ensuite chez nous, qui rebasculent en première année et on repart sur un bac forêt. Alors, on a une question d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur le live Facebook et sur YouTube pour que les intervenants puissent y répondre. On a une question assez pointue qui nous est posée par Chloé Ferron, mais vous êtes sans doute le mieux placé pour y répondre dans cette journée porte ouverte. Travaillez-vous sur le thème de l'agroforesterie en partenariat avec le secteur privé ou avec le secteur public? Ah, excellente question. Alors, premièrement, oui, on travaille aussi bien avec des partenaires privés que publics. On travaille avec majoritairement des Français. Les forêts françaises sont privées, donc forcément, on travaille avec les privés, avec des syndicats privés également. On est en lien avec l'Île-de-France, syndicat d'Île-de-France. Avec l'ONF, évidemment, on a un partenariat en cours de re-signature. Ensuite, avec des mairies, comme les mairies du Perret en Yvelines ou de Maurepas et de Pontchartrain également, entre autres. Ensuite, tout ce qui est donc l'agroforesterie, effectivement, on est dessus. D'ailleurs, il y a l'un de nos modules qui s'appelle le MAP, module je sais plus quoi professionnel, voilà, qui est exactement sur l'agroforesterie. On travaille avec entre autres la ferme de la Tremblay qui viennent de passer en agriculture biologique, qui ont besoin de cette agroforesterie. Donc oui, on travaille dessus, c'est très important et on revient un peu à nos racines et c'est une très bonne chose. Alors, on reste dans ces questions assez pointues. On sent qu'il y a beaucoup d'élèves qui attendaient cette IJPO pour vous poser ces questions. Une question de Mathieu. En quoi consiste le parcours diplômant certificat de spécialisation en élagage, arboriste élagueur? Je souhaite me réorienter. Faut-il remplir des critères pour intégrer cette formation?
Alors là, c'est un autre biais de notre métier. Nous, vraiment, dans le bac pro, donc gestion et donc bac pro forêt, gestion, exploitation forestière, on va pas apprendre les lagages. Par contre, non, pas du tout. C'est ensuite un CS et lagage que nous faisons également au CHEP, qui est ensuite après le bac. Qu'on ait fait un bac pro forêt ou un bac pro paysage, on peut très bien intervenir ensuite, aller faire cette formation en CS et lagage qui dure 1 an, en apprentissage et dans une entreprise en même temps. Et là, clairement, donc le CS et lagage, là, je suis pas spécialiste en la matière, ça va être que les grandes lignes. C'est d'apprendre la biologie de l'arbre et de le tailler au mieux. Et des fois, d'ailleurs, une meilleure taille, c'est de ne pas intervenir. Voilà, des tailles de sécurité, du bois mort, etc. Et ensuite, des arbres dangereux, comment on peut faire tout mettre en place pour l'abattre en toute sécurité, etc. Alors, une dernière question pour vous, Gérard Matra. Donc, on rappelle, vous êtes enseignant dans cette filière forêt au sein du CHEP 78. Quels sont les métiers auxquels peuvent se destiner les étudiants qui sortent de vos formations ? Les métiers sont assez variés, liés à la palette que je vous disais tout à l'heure. On peut très bien être sylviculteur, donc ça veut dire planter nos arbres et ensuite apprendre à les tailler. On peut être exploitant forestier, installé à son compte, être tout simplement patron et derrière avoir son entreprise. On peut être embauché au sein de l'ONF, on peut être embauché au sein d'autres entreprises et surtout derrière poursuivre ses études en BTS gestion forestière, pourquoi pas en BTS gestion et protection de la nature que vous allez voir après par mon collègue Monsieur Janin, et aussi voilà le CS et lagage entre autres. Voilà, ça ouvre les portes à beaucoup de choses. Effectivement, avec, il faut le rappeler, des métiers qui recrutent. Et c'est aussi important, c'est des métiers et des formations après lesquelles vous pouvez trouver un emploi. Et je sais que beaucoup d'étudiants qui nous regardent actuellement sont très attachés aussi à ce point-là. Merci beaucoup, Gérard Matra, d'avoir précisé donc, cette formation filière forêt. Avant de retrouver justement un étudiant, Julien Jalabert, qui est dans cette filière forêt, on va regarder une vidéo de présentation du bac pro forêt au CHEP 78. Fendage manuel pour les uns, fendage mécanisé pour les autres. Et un seul but, fendre du bois de chauffage destiné aux cheminées. Ces deux techniques nécessitent un enseignement avec notamment des consignes de sécurité à respecter. Force pas trop, t'es pas là pour te casser le dos. Vous essayez une fois ou deux, et une fois que tu n'y arrives pas, tu mets le coin et c'est parti, d'accord ? Parmi les futurs élèves du bac professionnel spécialité forêt, Yann Tual. Actuellement CAP jardinier paysagiste, il souhaite se spécialiser dans ce type d'activité. Déjà j'ai un amour de la nature depuis tout petit et avec mon oncle j'ai fait beaucoup de coupes de bois de chauffage pour lui et ça m'a tout de suite plu. Demande administrative, marquage des arbres à abattre, découpage et débardage des morceaux de bois, plusieurs pratiques qui composent la gestion forestière. Mes cours plus particulièrement, dans l'idée, c'est qu'à chaque fois il y ait un ensemble, une combinaison de plusieurs modules pour qu'ils aient vraiment une idée d'ensemble, une idée de la gestion forestière, aussi bien environnementale qu'économique. Et des stages de fin d'année pour acquérir la pratique sur le terrain. Plusieurs débouchés, techniciens forestiers, conducteurs de travaux ou encore chefs d'entreprise d'exploitation forestière. Près de 40% des postes d'agents forestiers sont difficiles à recruter, selon l'enquête Besoins en main-d'œuvre 2017 de Pôle emploi. Allez, de retour dans cette journée porte ouverte digitale consacrée au CHEP 78. On reste dans cette filière forêt puisqu'avec nous, nous allons avoir Julien Jalabert, un étudiant de cette filière forêt. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter tout d'abord quel a été votre cursus et pourquoi avoir choisi de rejoindre cette filière forêt au sein du centre ? Alors pour commencer, moi j'avais terminé mon année de collège sur une 3e professionnelle dans laquelle j'avais préparé mon orientation professionnelle pour aller en seconde forêt. J'avais trouvé avec mon prof principal qui m'avait aidé cette filière. Et au moment de rejoindre justement le CHEP, qui au même moment justement ouvrait sa filière, j'avais eu de la chance, il ouvrait sa filière forestière. Et du coup, c'était juste le pur hasard parce que c'était sur le retour, sur mon chemin du retour. Et j'ai découvert le CHEP et j'y suis allé en faisant les journées portes ouvertes et ça m'a tout de suite parlé. C'était plus direct que faire un bac NJPF comme d'autres lycées en Ile-de-France le proposent. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans cette filière ? Alors, c'était le côté pratique pour commencer. Moi, ça a toujours été le côté pratique qui m'a intéressé.
Et plus on avançait, et vraiment ça s'est concrétisé, ça a toujours été le côté pratique de la filière qui m'intéresse. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement à quoi ressemble l'une de vos journées au centre? En partant, parce que moi je suis interne, du coup je commence par sortir de l'internat, mais une journée au centre, c'est-à-dire en cours ou en sortie travaux pratiques? Ça peut être les deux, justement. Je pense que nos spectateurs seront intéressés par ces deux aspects de votre formation. Je vais commencer par en partant de l'internat, parce que comme je vous l'ai dit, je suis interne. Alors le réveil est à 7h, un maître d'internat passe, nous réveille, déjeuner, on se lave, tout ça, puis à 8h nos cours commencent. On fait du 8h midi, après des cours lambda, normaux pour toutes les filières. Après on mange comme partout. On reprend 13h jusqu'à 17h, des cours lambda encore. Et justement dans la semaine, en fait, on nous propose une journée dédiée à tout ce qui est travaux pratiques. Pour moi, en l'occurrence en terminale, c'est le mardi. Et dans cette journée, en fait, comme M. Matra l'a expliqué, on fait soit des cours théoriques pour nous apprendre les aspects du métier, le chantier ou comment gérer une forêt, et on les met en œuvre après sur le terrain. Alors, quel est votre lien avec le terrain, justement, ce monde professionnel? Notamment, vous avez un stage à faire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quel a été votre premier stage, comment ça s'est déroulé? Alors moi, c'était en seconde. J'ai commencé par des stages en élagage parce que justement, je découvrais la filière forêt. Et j'ai commencé en seconde par des stages en élagage qui m'ont intéressé. Clairement, c'était très intéressant comme stage. Et c'est à partir de la première où je me suis dirigé vers les stages purement forestiers. J'ai commencé à l'ONF. L'ONF, c'était intéressant. Ils sont plus dans vraiment la gestion forestière que l'exploitation forestière. La gestion des parcelles dès le début jusqu'à la fin, j'ai pas eu l'occasion de couper avec eux. Et après, j'ai fait un autre stage, justement, là, c'était avec Monsieur Matra, où on était dans la partie exploitation forestière. Et c'est des stages où vous avez beaucoup appris et eu l'occasion de pratiquer? Oui, justement, c'est des stages où c'est pour moi, je connais pas les autres, mais c'était vraiment de la pratique où on apprend vraiment sur le terrain. C'est vraiment pas pareil que les chantiers qu'on peut faire avec l'école. C'est deux mondes différents. Alors, vous qui êtes en internat, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ambiance au sein du centre? Est-ce qu'il y a des activités qui sont proposées? Est-ce que c'est un cadre assez familial aussi? Alors oui, on a cette chance au CHEP, c'est que c'est vraiment très familial, même si ça reste professionnel. Avec les profs et tout ce qui est maître d'internat et tout, on reste dans une ambiance familiale. On nous propose à l'internat des sorties ASC de temps en temps, assez régulièrement, pour que justement, on n'est pas à la maison, on n'a pas le même confort, qu'on nous fasse sortir ou autre, pour qu'on s'amuse tout simplement. L'internat, oui, on peut pas dire que c'est comme à la maison, mais on est avec ses amis et tout, et le temps passe aussi vite que si on était à la maison. Alors, on a une question qui nous est posée sur Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook et YouTube pour qu'on puisse y répondre. Une question qui hante beaucoup d'étudiants souvent. Est-ce qu'il y a beaucoup de devoirs personnels à rendre? Alors oui, déjà à partir du moment où on rentre au lycée, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des devoirs à rendre assez fréquemment. Mais il suffit juste de s'organiser, une organisation, et au final, on aura quand même du temps à consacrer pour nous. Donc c'est pas vraiment une crainte à avoir. Et enfin, avant de vous quitter, Julien Jalabert, est-ce que vous avez un conseil à adresser à ceux qui, comme vous, il y a quelques années, se sont dit pourquoi pas aller au sein du centre dans cette filière forêt? Oui, alors le métier que nous, plus tard, on fait, il est souvent mal vu et associé à des personnes qui pensent qu'on est là pour la déforestation, alors que pas du tout. Et le conseil que j'ai aujourd'hui à transmettre, ce que moi je veux faire, c'est justement bien avancer sur nos métiers et pas les embellir, mais pouvoir expliquer ce qu'on fait concrètement pour que les gens ne pensent pas qu'on est toujours là pour la déforestation, parce que c'est pas le cas. Certes, ça existe, mais c'est pas notre but aujourd'hui.
Merci beaucoup, Julien, pour votre témoignage dans cette journée porte ouverte donc, du CHEP 78. On va d'ailleurs voir l'aspect concret que venait nous parler Julien avec le portrait d'Irène, qui est une apprentie élagueuse. Et puis, on reviendra ici avec, cette fois-ci, la filière aménagement paysager. Je m'appelle Irène Trivier, je suis au CHEP Tremblay-sur-Mauldre, en CSC Lagage, en alternance avec la Cime Verte à Rambouillet. C'est mon frère en fait qui m'a amené dans le monde de l'espace vert. Après je me suis dit tiens, il y a les lagages, ça peut être pas mal ici. Et du coup oui effectivement j'aime bien, je suis contente d'être là. J'ai appris beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te plaît du coup alors? Soigner l'arbre, l'aider à pousser sans qu'il ait trop de contraintes. Honnêtement, depuis que je suis arrivé, je me sens plus à l'aise dans un arbre. Je commence à avoir des habitudes. Une meilleure vision de l'arbre, Voilà, c'est bien, ça se voit. De toute façon, la progression, elle se voit. Là, maintenant, tu vas t'amener à grimper de plus en plus tous les jours par rapport au travail que tu as fourni à l'école, au travail que tu as fourni en entreprise au sol. Du coup, voilà, là, on va passer sur des arbres de taille moyenne, puis après de plus en plus grands. Au sein de la Cime Verte, je trouve ça très important d'avoir des jeunes en formation. Ça apporte du sang neuf aussi, ça nous remet aussi en question, ça me remet aussi en question sur ma façon de travailler, oui bien sûr, tous les jours. Il faut savoir qu'à l'école, des fois ils apprennent des choses qui nous font revoir notre façon de travailler sur les techniques de grimpe, sur le matériel. Et sinon, tu trouves que ça t'a changé un peu cette formation en alternance par rapport à des amis qui sont en formation initiale? Ça se voit au niveau de la maturité. Disons que même au niveau sujet de conversation, on va avoir des sujets de conversation différents. Au niveau de ce qu'on fait nous à l'école et toi en entreprise, tu te rends compte des différences. Rien que monter dans un arbre. C'est juste des habitudes de travail à prendre qui, toi, faut que tu les prennes d'entrée de jeu là, ici à l'école, et puis pour après, derrière, l'appliquer en entreprise. Pourquoi tu as choisi de faire une formation par alternance plutôt que de la faire en continu? Parce que l'alternance, on a l'école, mais à la fois on a l'entreprise. Du coup, on est plus centré dans le monde du travail. Quand je travaille et que je suis en apprentissage au CHEP, oui, je suis un peu fier de moi. L'apprentissage, pour moi, c'est le monde du travail. Allez, de retour dans cette journée porte ouverte digitale du CHEP 78, on reste sur de très belles images d'Irène, donc cette apprentie élagueuse, vraiment dans un cadre assez incroyable. On va aborder maintenant une nouvelle filière, la filière aménagement paysager, avec Jean-Luc François qui est avec nous. Bonjour Jean-Luc François, vous nous entendez? Bonjour. Bonjour, oui, je vous entends très bien. On reste d'ailleurs dans ce thème de la nature, on le voit derrière vous. Vous enseignez dans la filière aménagement paysager. Vous pouvez nous présenter cette filière ? Oui, tout à fait. Oui, donc j'enseigne dans la filière aménagement paysager. Je suis spécialisé donc en reconnaissance de végétaux. Et donc, en quoi consiste l'aménagement paysager ? Dans un premier temps, c'est la lecture du paysage. Donc on va observer le paysage, on va analyser le paysage, et ensuite on va proposer un projet. On va faire un projet on va réaliser un plan. On va faire des relevés topographiques, planimétriques, altimétriques, et ensuite donc on va faire un plan. Alors quels sont les cours que vous proposez, Jean-Luc François, dans cette filière aménagement paysager ? Alors les cours que je propose, donc moi j'enseigne la reconnaissance des végétaux, donc la botanique, donc la connaissance des arbres, des conifères, des arbustes, donc tous les éléments qu'on va installer dans un jardin, tous les éléments naturels qu'on va planter dans un jardin. Et puis j'interviens également je fais également des activités pratiques avec des classes de bac pro, de seconde, et puis également de CAPA, travaux jardiniers paysagistes. Alors, vous parlez de pratique, on le voit d'ailleurs sur les images qui défilent à côté de vous. C'est une formation très axée sur la pratique. Tout à fait. Voilà, on a une pédagogie de projet, donc on fait beaucoup de projets avec les élèves. Donc récemment, on a les élèves de bac pro deuxième année ont travaillé sur la création d'un verger. Donc l'objectif c'était de planter des arbres fruitiers, des variétés locales qui résistent aux maladies, justement pour éviter d'utiliser les produits phytosanitaires. Donc on fait beaucoup de projets, donc en bac pro, en seconde, on a des chantiers écoles et on a différents partenaires.
Alors justement, vous parlez des partenaires. Y a-t-il des stages à effectuer au cours de ces cursus et comment les élèves sont accompagnés pour trouver notamment une entreprise pour les accueillir? Oui, tout à fait. Donc, on a un réseau de partenaires. Donc, on a des entreprises, on travaille avec des collectivités, avec des associations. Et donc, les élèves réalisent des stages. Donc, les secondes font 5 semaines de stage. 5 semaines de stage, donc 2 semaines sur les congés scolaires. Les bacs pro font 14 semaines de stage et les CAPA 12 semaines de stage. Donc, on connaît beaucoup d'entreprises, beaucoup de collectivités, et donc pour trouver des stages, les élèves n'ont pas de problème. Avec une forte implantation dans les Yvelines, notamment, on en parlait avec le directeur, effectivement, Monsieur Amiot, beaucoup d'entreprises qui vous font confiance dans les Yvelines. Tout à fait, on a beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille. Alors, quels sont les profils que vous recherchez au sein de cette filière aménagement paysager et comment postuler dans votre formation? Alors, les profils, on recherche des jeunes, bien sûr, qui aiment travailler en extérieur, qui aiment travailler dans la nature, et puis qui sont des jeunes dynamiques, et puis des jeunes donc forcément motivés par le métier. Voilà, c'est les critères de recrutement. Donc, qui ne sont pas forcément évidents au départ, mais qu'on arrive à développer au fur et à mesure de la formation. En termes de qualité humaine, cette passion de la nature, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour faire cette formation? Ah oui, tout à fait, oui. Donc, il faut aimer les travaux extérieurs, il faut aimer le végétal. Et puis parfois on travaille dans des conditions climatiques qui sont difficiles, mais il faut être en bonne condition physique et puis surtout être motivé. Mais bon, on a beaucoup de jeunes motivés et donc en termes de recrutement, donc c'est important de le souligner. Alors, sur les débouchés, justement, vous en parlez. Une fois que vos élèves sont diplômés, quelle est la suite pour eux et est-ce qu'ils arrivent aussi à trouver facilement du travail? Oui, tout à fait. Donc les entreprises, les entreprises sont à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. Donc en tout cas en Île-de-France, les élèves n'ont pas de soucis pour trouver un emploi, aussi bien dans une collectivité que dans une entreprise. Donc le syndicat des paysagistes, l'UNEP, l'Union nationale des entreprises paysagistes, une étude a montré qu'ils sont à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. Alors, par rapport à vos formations, quelle est la taille d'une formation? Combien il y a d'élèves au sein de vos formations aménagement paysager? Alors, donc, en seconde, ils sont une vingtaine d'élèves en seconde, 20 à 22 élèves. Les CAP, on travaille avec des petits effectifs, ils sont entre 10 et 15, donc, ce qui permet donc un suivi individuel. Et puis donc les bacs pro, on a également des petits effectifs, on a des classes entre 10 et 15 élèves, donc on a des effectifs assez restreints, donc qui permettent de bien suivre les élèves et de les accompagner tout au long de la formation. Alors, on a une question très intéressante qui vient de tomber sur Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook et YouTube pour qu'on puisse y répondre en direct. Une question de Julie Barrault. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans vos formations ? Oui, alors c'est vrai que cette année, si je prends l'exemple de la seconde NJPF, nature, jardin, paysage, forêt, on a une seule fille. En seconde GMNF, gestion des milieux naturels et de la faune, on en a un petit peu plus. Je crois qu'elles sont 4 ou 5, mais c'est vrai que c'est pas la grande majorité. Mais c'est quand même des formations qui peuvent aussi être ouvertes et les accueillir. Tout à fait, absolument. Oui, absolument. En général, on a des filles qui sont très motivées et très intéressées par les métiers de l'environnement. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Luc François, pour votre intervention et pour ces précisions sur cette filière aménagement paysager. On va d'ailleurs rester dans cette filière aménagement paysager qui nous intéresse aujourd'hui avec un étudiant de cette filière. Il s'agit d'Hugo Grandjoux qui va dans quelques instants venir et nous présenter notamment son quotidien, parce que vous avez beaucoup de questions et d'ailleurs n'hésitez pas, on a d'ailleurs des anciens aussi, c'est surprenant, mais des anciens du CHEP 78, je pense notamment à Alex Zabredine qui nous fait un petit coucou, un ancien du centre CHEP 78 qui regarde actuellement cette IJPO, donc n'hésitez pas, nouveaux, futurs, anciens, à poser vos questions. Et on a Hugo Grandjoux qui est avec nous. Bonjour Hugo.
Bonjour. Alors Hugo, pouvez-vous nous présenter un petit peu votre cursus et comment vous en êtes arrivé à entrer dans cette formation aménagement paysager? Alors, ça commence en troisième. J'ai fini ma fin de troisième et j'étais un élève de très turbulent, donc il fallait que je trouve un métier qui soit, un avenir qui soit très pratique. Donc j'ai découvert le CHEP au forum des métiers de mon collège. Et je me rendais pas forcément compte de cette école et je suis allé voir justement les portes ouvertes de ce lycée et il m'a fait très bonne impression et les profs et les encadrants m'ont bien montré tous les travaux qu'on pouvait faire dans cette formation et ils m'ont bien montré comment fonctionnait ce lycée et donc ça m'a bien plu et je me suis lancé dans ce lycée, dans cette filière. Alors Hugo, qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans cette filière aménagement paysager? Ce qui m'a le plus séduit, c'est vraiment les travaux en extérieur. Ça m'a j'avais vraiment envie de découvrir ça en fait. En fait, quand je suis arrivé aux portes ouvertes, c'était les élèves qui avaient fait des créations sur le site. Et quand j'ai vu ce que les élèves avaient fait, je me suis dit c'est super, c'est génial. Donc j'ai voulu vraiment intégrer ce lycée. Alors, on voit de très belles images à côté de vous. Quelle est votre journée type au centre? C'est une question qui revient très souvent. À quoi ressemble votre journée au sein du centre? La journée type, alors moi je suis interne, donc je suis à l'internat, donc je suis toute la semaine au lycée. Donc la journée type, ça va être, on se lève le matin, on va déjeuner, on se lave, et puis les cours commencent à 8h. Et puis, après, vous voulez plus une journée de cours ou de TP? Les deux. Je pense que ça peut intéresser nos spectateurs d'avoir ces deux visions. Alors, pour une journée de cours, ça va être une journée normale. Une journée comme un lycée basique. On va avoir des cours d'histoire, de français, ce qu'il y a de plus normal. Les cours commencent à 8h, ils finissent à midi. On a 1 heure de pause le midi. Où on peut aller sur tout le site ou aller au foyer, un endroit où les élèves où il y a un endroit où il y a une cafétéria. Et sinon, on reprend les cours à 13h et on finit en général à 17h selon les emplois du temps. Et donc le soir après, on est tous à l'internat et voilà. À peu près une journée type. Alors, l'ambiance, justement, au sein de l'internat, c'est déjà ce qui, parfois, suscite aussi beaucoup de questions. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance entre vous? Tout à l'heure, on avait notamment un étudiant qui nous parlait de l'ambiance familiale du centre. Est-ce que vous avez cette même impression? Alors oui, j'ai vraiment cette impression parce que quand je suis arrivé au CHEP, j'étais interne, donc ça a été compliqué au début parce que je me sentais pas bien et au bout d'une semaine, rien qu'une semaine, je me suis senti en fait comme une famille en fait. C'est vraiment une ambiance familiale et on se retrouve tous au même endroit au final, tous les élèves et c'est vraiment une ambiance sympa, on rigole bien, même si on est toujours dans le milieu professionnel. Alors vous parlez justement du milieu professionnel. Quels sont les liens avec ce monde professionnel? Est-ce que vous avez des stages à faire pendant votre formation? Alors oui, j'en ai eu. Juste de troisième à terminale, donc j'en ai eu beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de professionnels durant mes stages qui m'ont accompagné au maximum. Par exemple, mon chef de chantier que j'ai eu là récemment, à mon dernier stage, il m'a même aidé à finaliser mon rapport de stage. Donc ils sont vraiment avec nous jusqu'au bout et à nous accompagner au maximum. Donc je les remercie encore en vidéo. Voilà. Alors, quel est le métier d'ailleurs que vous préparez? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous souhaitez faire plus tard à la fin de votre formation? Alors oui, à la fin de ma formation, du coup là je passe mon bac, après je souhaite passer un BTS sur 2 ans et un CSC lagage ensuite. Et après, dès que j'aurai terminé tous mes diplômes, je souhaite devenir arboriste et lagueur. Et soit devenir chef de chantier ou chef d'équipe ou être gérant d'une société ou même créer ma propre société d'élagage et de création, si c'est possible. Aussi un côté entrepreneurial et c'est intéressant aussi de le noter. On a une question, vous pourrez peut-être y répondre d'ailleurs Hugo, une question qui nous est posée par Nono en seconde pro.
Quelle est la répartition entre matière théorique et cours pratiques? La répartition, faut que je donne un chiffre en pourcentage? Non, Un ordre d'idée. non, en fait, la répartition sur une semaine, je vais essayer d'être le plus clair possible. Sur une semaine, on va avoir, franchement, on va avoir sur une journée, on va avoir vraiment des cours pratiques, vraiment. Et toute la semaine, on va avoir de la théorie. Et on a quand même, si ça peut rassurer, on a quand même des temps où on a de la pratique. On a quand même beaucoup de pratique. Et enfin, avant de vous laisser en quelques mots, est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui hésitent encore à joindre cette filière aménagement paysager? Un conseil aux futurs apprenants du CHEP, ce que je peux conseiller, c'est être motivé et être à l'écoute de vos futurs encadrants. Et puis, que dire, être motivé dans tout ce que vous entreprenez. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Hugo, pour ce témoignage. Donc, on rappelle, vous êtes étudiant dans cette filière aménagement paysager. On va enchaîner avec notamment un portrait de Jordan, qui est, lui, en bac pro aménagement paysager au sein du centre CHEP 78. C'est bon là? Vas-y, redresse-le juste, on fait un essai. Comme ça, doucement. Ouais, très bien. La plantation d'un érable japonais est une chose délicate. Jordan Baudouin travaille depuis quelques mois dans cette petite entreprise d'aménagement paysager. Créer et entretenir les jardins, c'est désormais son métier. Jordan a été recruté parce que j'avais besoin d'un second et pour m'épauler. Et lors de notre entretien, Jordan a présenté des qualités en reconnaissance des plantes, ce qui est aujourd'hui assez rare pour un jeune. Donc tout de suite, j'ai senti le feeling, comme on dit. Ça me plaît énormément d'être dehors, d'être à l'extérieur, pouvoir créer des choses, planter, etc. Tout ce qui va avec le métier, même les inconvénients. Jordan a eu son bac professionnel il y a 1 an exactement et n'a pas eu de mal à trouver un employeur. Dans l'entreprise, il est le second salarié à avoir été formé au CHEP du Tremblay. Vous le refaites propre et puis il faut que la moitié du rondin puisse apparaître. D'accord? Un petit bombé sur le milieu et on va passer ensuite le rouleau. Le CHEP à Tremblay-sur-Mauldre, dans les Yvelines. Ces jeunes en formation depuis 3 ans passent cette année le bac pro aménagement paysager. Épreuve phare, les travaux pratiques. Là, c'est une épreuve pratique qui dure 8 heures. Ils ont une création à faire. Et donc, on a les critères de notation qui sont basés sur les techniques utilisées, le temps respecté, surtout l'organisation, parce que c'est ce qu'on leur demande au maximum en bac. Normalement, on doit avoir un sol où il n'y a même plus de motte comme ça, quoi. C'est vraiment des cailloux fins pour permettre au gazon de se lever, sinon ça ne sera pas possible. Ça fait plaisir de contribuer à l'embellissement d'un lieu. Le diplôme a aussi un aspect théorique très important avec l'épreuve de connaissance des végétaux. Tous les végétaux, en fait, ils ont une désignation latine. En fait, c'est la même pour le monde entier. Et pour, si jamais on commande dans une PPI, il y a sa désignation latine, Betula, Vercosa, Alba. L'année dernière, ici, le taux de réussite au bac a été de 100%. Au moins 80% d'entre eux trouveront du travail à l'issue de leurs études. Comme Jordan, parti s'occuper des magnolias qui viennent de terminer leur floraison. Ouverte digitale du CHEP 78. De très belles images, encore une fois, connectées au sein même de la nature pour le CHEP 78. L'école du savoir-vert, ça porte bien son nom pour le coup. On va retrouver Isabelle Amici dans quelques instants qui va nous parler notamment de biologie, puisque c'est ce qu'elle enseigne au centre. Bonjour Isabelle Amici. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre rôle au sein du CHEP 78 ? Alors, je suis professeure de biologie, comme vous l'avez dit, et ainsi que d'éducation socio-culturelle.
depuis quelques années. Et donc, je m'occupe tout particulièrement de la filière de Bac Pro, gestion et milieu naturel et de la faune. Voilà. Alors effectivement, on va mettre l'accent sur cette filière environnement avec ce bac pro GMNF. Est-ce que vous pouvez nous tracer déjà dans les grandes lignes quelles sont les matières qu'on retrouve au sein de ce bac pro GMNF? Alors, c'est un bac pro qui enseigne on a toutes les matières générales déjà, c'est-à-dire les mathématiques, le français, la biologie, l'histoire géo, bien sûr de l'EPS, de l'anglais aussi, et donc de l'informatique, voilà. Donc, en plus de ces matières qu'on retrouve dans tous les bacs, on enseigne également tout ce qui... il y a à peu près une journée et demie dans la semaine qui est consacrée à l'enseignement plus technique, avec des matières comme le génie écologique, le machinisme, l'entretien des espaces naturels. Donc, bien sûr, pour enseigner ces matières un petit peu particulières, les enseignants ont besoin d'aller sur le terrain. Donc ça se fait de différentes façons. Ça se fait déjà sur notre espace de 21 hectares. Donc il y a déjà de quoi faire. Généralement, c'est les secondes qui restent plus, on va dire, sur notre terrain. Et puis, il y a des partenariats avec différents partenaires autour du lycée avec lesquels on travaille. Donc, le PNR, par exemple, de la vallée de la Haute-Chevreuse, le parc de Thoiry, la ferme agroécologique de la Tremblay, les fédérations de chasse, bien sûr, des agriculteurs partenaires, des associations de protection de la nature, comme notamment Athéna, le CERF, qui se trouve donc autour de chez nous. Ainsi que, puisqu'il y a aussi dans le bac pro GMNF une partie animation nature, et donc nos élèves vont faire des animations nature dans les écoles primaires et les centres aérés aux alentours. Voilà. Alors effectivement, une forte implantation sur le terrain, et notamment dans les Yvelines, là où est basé le CHEP 78. Quels sont les projets et les chantiers qui sont effectués sur le terrain par vos étudiants dans cette filière environnement? Alors, comme chantier, je peux vous parler d'installation ou de préservation de différentes mares. La mise en place d'un batracodrome qui est réalisé chaque année par nos étudiants. Donc, c'est un espace qui permet de préserver les batraciens. L'installation de garènes à lapins. Voilà. Il y a aussi des travaux qui sont faits autour des rivières, des étangs pour préserver la biodiversité. Donc, c'est par exemple la participation à l'aménagement de berges. Il y a aussi des travaux qui sont faits directement pour gérer les populations d'animaux, donc notamment des captures de lapins, des comptages d'insectes, des comptages de vers de terre, en collaboration avec la ferme d'agroécologie, des observations de faune en forêt, des relevés de faune dans différents espaces, en prairie, en forêt, sur des mares, etc. Alors, on a beaucoup de questions. Donc, je vais vous poser quelques questions qui nous sont posées d'ailleurs sur le Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous nous suivez, à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre. Une question concernant la formation GMNF. Pouvez-vous définir ou détailler le travail réalisé avec la faune? Alors, j'en parlais un petit peu. Auprès de la faune, c'est vraiment des observations, des comptages, notamment en relation par exemple avec la FICIF, pour faire des comptages de population et de population de gibier par exemple, ou de population parfois d'espèces indésirables telles que les pigeons qui sont un peu envahissants dans certaines communautés de communes, etc. Voilà. Une question de Camille Olivier qui nous demande, y a-t-il des projets en équipe à faire au cours de l'année?
Alors, il y en a beaucoup, en fait. Hein. Donc, il y a une grosse partie. Donc là, vous voyez, par exemple, le piégeage de lapins. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits en équipe et je dois dire que une des qualités essentielles pour venir dans notre école, c'est de savoir travailler en équipe. Donc, est-ce que je peux vous parler? Alors, il y a par exemple, la mise en place d'animation auprès d'écoles. Bon, ça, c'est des travaux qui sont faits en équipe, hein, puisque les élèves se font des petits groupes de 3 ou 4, et chaque groupe de 3 et 4 doit préparer et ensuite gérer une animation auprès d'une classe. Après, il y a des choses par exemple, il y a certains élèves qui ont un espace à gérer et qui doivent s'organiser entre eux pour pouvoir mettre des choses en place. Donc ça, c'est vraiment essentiel, hein, le travail en équipe. C'est une qualité qui est très reconnue dans nos formations. Alors, vous parlez de qualité, c'est surtout des formations aussi qui s'adressent à de véritables passionnés de la nature et des animaux. Alors oui, de toute façon, donc parmi les qualités, effectivement, les qualités d'observation, le fait de s'intéresser, d'être curieux pour tout ce qui concerne la nature, que ce soit la faune, la flore et les différents espaces, c'est une qualité essentielle. Je dirais que parmi nos élèves, en fait, il y a vraiment une grande diversité. Il y en a qui vont s'intéresser plus aux plantes, à la botanique. Il y en a qui vont être des passionnés d'insectes et qui vont pouvoir développer leurs compétences et qui vont pouvoir rencontrer, grâce à cette formation, des gens qui sont comme eux passionnés. Et donc, ça va permettre en fait de grandir dans ces différentes passions. Hein. Voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment une grande diversité et on va dire chacun, il y en a qui sont passionnés par l'animation nature, il y en a qui sont plus passionnés par l'expertise botanique, il y en a qui sont plus passionnés par les insectes, il y en a qui sont plus passionnés par les oiseaux et voilà, chacun trouve un petit peu de quoi augmenter ses compétences et puis voilà, rencontrer des nouvelles personnes et... Alors on a une question qui est assez intéressante. Les élèves bénéficient-ils d'un suivi personnalisé pour pallier d'éventuelles difficultés ? Alors, c'est un travail qui est très important au sein de l'équipe. Je dirais que quand ils sont accueillis en seconde, il y a vraiment un livret de suivi qui est mis en place qui permet de faire le point chaque semaine sur les aspects positifs et les aspects plus difficiles, les difficultés rencontrées par chacun des élèves. Et un point est fait avec le prof principal, on va dire chaque semaine, tout particulièrement en seconde, ce qui nous permet de connaître un petit peu mieux les élèves. Et ce suivi, il continue ensuite par la suite avec notamment des heures de suivi personnalisées qui sont mises à la disposition des élèves, c'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui peuvent les aider dans différentes matières où ils rencontreraient des difficultés ou parfois pour avoir un coup de pouce pour répondre à une épreuve, pour se préparer sur quelque chose qui est plus difficile, etc. Voilà. Allez, une dernière question. Sur la suite, justement, après ce bac GMNF, vous proposez notamment au CHEP 78 un BTS GPN. Vous pouvez nous en dire quelques mots avant de recevoir d'ailleurs justement un enseignant, Sébastien Janin, qui nous en parlera plus en détail. Alors moi, ce que je vais simplement vous dire, c'est que pour le bac pro gestion et milieu naturel et de la faune, on a quand même beaucoup d'élèves, enfin, on conseille de poursuivre les études. Et c'est vrai que la poursuite d'études la plus simple, c'est le BTS GPN dont on dispose également dans l'établissement. Voilà, c'est vraiment, on va dire, ce qui est le mieux pour un bac pro qui sort de chez nous. Après, il peut avoir quand même d'autres emplois divers. Voilà.
Alors, on a encore quelques questions à vous adresser, Isabelle Amici. Vous êtes très demandée. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Facebook et le YouTube. Des questions notamment concernant l'existence de cours d'économie au sein de ce bac GMNF. Oui, il y a des cours d'économie, bien sûr. Voilà. C'est de l'économie générale et plus particulièrement l'économie qui concerne la filière, de façon à ce que les élèves connaissent un petit peu les structures qui vont être prêtes à les embaucher, comment elles fonctionnent, voilà. Donc oui, il y a des cours d'économie dans notre filière, bien sûr. Une question de Laurine Maquet. Proposez-vous encore de passer le permis de chasse? Oui, c'est toujours d'actualité, Laurine. Donc ça, Laurine, si vous nous regardez, vous pourrez passer le permis de chasse au sein du CHEP 78. Une question de Valentin Soudet. Est-ce que vous apprenez aux élèves le fonctionnement de la nature et la suivi naturaliste? Oui, ça fait partie notamment de mon cours de biologie. Oui, c'est tout à fait. Alors, sur différentes, parce que naturaliste, c'est assez vague. Donc, effectivement, on fait des observations de flore, des observations de faune et des comptages de différents animaux. Très bien, merci beaucoup Isabelle Amici pour nous avoir apporté ces précisions donc sur ce bac pro environnement GML. On va suivre d'ailleurs de manière assez logique avec Sébastien Janin qui va nous rejoindre dans quelques instants. Lui, il s'occupe du BTS GPN qui est normalement la continuité directe si jamais vous souhaitez vraiment vous engager dans cette filière environnement. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Sébastien Janin. Il pourra y répondre dans quelques instants sur le Facebook et sur YouTube. Sébastien Janin, vous êtes avec nous, vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour Sébastien Janin. Donc vous êtes enseignant dans cette filière environnement et vous vous occupez plus particulièrement du BTS GPN. Vous pouvez nous le présenter? Oui, alors c'est un BTS gestion et protection de la nature. Donc c'est une formation dans laquelle on va former des techniciens niveau Bac+2 qui sont spécialisés dans la gestion des milieux naturels et aussi dans l'animation nature. Donc ils sont capables aussi bien de gérer un milieu que de parler de ce milieu, d'animer auprès d'enfants de maternelle, auprès d'élus, auprès de personnel, de personnes en vacances qui s'intéressent à tel ou tel milieu. Alors quels sont les cours que vous proposez à vos élèves dans ce BTS ? Alors les cours du BTS, ils sont organisés autour de deux pôles principaux. Donc il y a les matières dites générales. Il va y avoir par exemple de l'anglais qui parle beaucoup de la nature, de la forêt pluviale par exemple, des océans, etc. Il va y avoir de l'économie parce qu'un étudiant de BTS potentiellement pourrait monter sa propre structure à la fin de sa formation. Il va y avoir de l'EPS évidemment, il va y avoir des maths, du français, de l'économie, du français, de la communication. Et puis ensuite, il y a un deuxième pôle qui est celui des matières professionnelles. Donc là, les matières professionnelles, ça va être tout ce qui tourne autour de l'écologie. On va être capable de poser un diagnostic environnemental. Ensuite, il va y avoir toute la gestion des milieux naturels. Donc l'aménagement, être capable de gérer un milieu, de proposer des plans de gestion, des cahiers des charges. Et puis toutes les matières qui sont liées à l'animation, c'est-à-dire tout ce qui va être animation nature, mais aussi tout ce qui va être concertation territoriale, être capable de s'adresser à des élus, à des associations naturalistes, aux pêcheurs, aux fédérations de chasse, mettre tout le monde autour de la table et adhérer à un projet particulier. Et en fait, un étudiant qui va faire le GPN doit maîtriser la partie diagnostic, la partie aménagement et la partie animation. Alors justement, vous mentionnez cette partie professionnelle. Dans cette formation, est-ce qu'il y a des stages à effectuer, des stages professionnels à effectuer dans cette formation? Et comment vous accompagnez les étudiants pour trouver leurs entreprises d'accueil? Alors pour accompagner nos étudiants en stage, on va les aider dans leur recherche de stage. Après, ça va être la même chose que mes collègues, on les aide notamment sur les lettres de motivation, sur les CV, mais on ne va pas leur donner un stage clé en main parce que chercher un stage, c'est comme chercher un emploi en fait, donc il faut qu'ils soient aussi autonomes, qu'ils trouvent des adresses, etc. Après, évidemment, nous, on va avoir tout un réseau professionnel avec qui on a l'habitude de travailler, mais autant que possible, on va essayer de laisser les jeunes trouver par eux-mêmes leur stage. Et ce stage, il doit faire 12 semaines minimum pour pouvoir valider le BTS, donc ça, c'est la durée minimum obligatoire. Et nous, on leur laisse un créneau de 16 semaines, avec quelques semaines qui sont sur les vacances, d'autres semaines qui sont sur la période scolaire. Et ça va leur donner l'opportunité de faire parfois plus de 12 semaines. Et ça peut être dans une ou dans plusieurs structures. On peut les encourager à utiliser deux structures différentes pour leur
stage, ce qui va leur permettre de toucher aussi bien à la gestion des milieux naturels qu'à l'animation également, par exemple dans une association naturaliste, dans une ferme pédagogique ou dans un parc naturel. Alors une question concernant l'admission, question qui revient assez régulièrement. Quel profil recherchez-vous dans votre BTS et comment postuler dans votre formation ? Alors pour postuler, c'est simple, il faut passer par Parcoursup, qui est en fait le portail de tous les lycéens qui veulent poursuivre leurs études après le bac. Et nous, on va faire un recrutement sur Parcoursup. Cette année, forcément, on va se contenter des dossiers. On ne peut pas faire de recrutement en entretien face à face, mais c'est ce qu'on faisait les autres années en plus du fait de lire les dossiers. Et on ne cherche pas un profil en particulier. On va chercher des profils de gens très motivés en fait. Donc on peut avoir des étudiants qui sortent d'un bac général. On va avoir chaque année des étudiants qui viennent d'un bac S, d'un bac ES, d'un bac L, mais c'est pas la majorité des étudiants. On a aussi des étudiants qui viennent d'un bac pro GMNF par exemple. On a pu avoir des étudiants qui venaient même de bac pro aménagement paysager ou de bac pro gestion forestière, comme disait Monsieur Matra tout à l'heure. On peut avoir aussi des bacs technologiques tels que le bac STAV qui viennent faire le GPN, et puis des réorientations universitaires. L'an dernier, notre meilleur élève, c'était un ancien chaudronnier en fait qui a choisi de se réorienter et ça s'est très bien passé pour lui. Donc voilà, on n'a pas un profil particulier, on cherche des gens très motivés en fait. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, vous êtes très nombreux à nous suivre. Posez vos questions à Sébastien Janin qui dans quelques instants va y répondre. Une question sur les débouchés, une fois donc diplômés de ce BTS, est-ce que vos élèves trouvent du travail facilement ? Alors facilement, pas forcément, mais il y a du travail. Mais nous déjà, dans un premier temps, on va les encourager à poursuivre en licence professionnelle parce qu'aujourd'hui, avec le système licence, master, doctorat, ça peut être bien de faire une licence et beaucoup le font. C'est un choix que feraient à peu près 60% des élèves diplômés de chaque promotion. Et ensuite, cette licence pro va leur permettre de se spécialiser dans des domaines un peu différents de ce qu'on a vu en BTS. Ça leur donne un peu une double compétence, si vous voulez, et leur permet de s'insérer dans le monde professionnel. Après, il y en a qui choisissent d'aller travailler parce qu'ils voulaient une filière courte et c'est faisable. Et là, ils peuvent travailler dans des collectivités territoriales qui cherchent des compétences en écologie. Ils peuvent travailler pour des associations naturalistes. Évidemment, ils voudraient pour beaucoup travailler en réserve naturelle, en parc naturel régional, dans des fédérations de chasse. Ça peut arriver, mais là, il faut être très motivé. Il faut avoir fait un bon réseau professionnel. Il faut avoir profité de ces stages, des professionnels qu'on leur fait rencontrer pour prendre des adresses, pour réussir derrière à pouvoir poursuivre à travailler avec ces gens-là. Alors, beaucoup de questions pour vous, Sébastien Janin, sur les réseaux sociaux qui nous sont posés sur live Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez encore des questions. On va commencer avec Cyril Noiret qui nous pose cette question. En s'inscrivant dans cet établissement BTS GPN, peut-on étudier la biodiversité et la nature uniquement ou est-il envisageable de postuler dans une région différente une fois diplômé ? Oui, en fait, le BTS, il n'est pas lié à une région. Nous, il se trouve qu'on a un réseau professionnel avec qui on travaille beaucoup. Encore une fois, on fait de la pédagogie de projet. Ça veut dire qu'on fait on fait appel à beaucoup d'intervenants extérieurs, que ce soit des techniciens ou conservateurs de la réserve naturelle de Saint-Quentin, des personnels des fédérations de chasse, des communes alentours. Mais on les forme, c'est sûr, sur une biodiversité qui est un petit peu locale. Mais cela dit, on fait un voyage d'études littorales en première année pour voir un milieu différent. C'est un voyage d'études en milieu montagnard en deuxième année qui leur permet encore de découvrir des biodiversités différentes. Donc après, ils peuvent postuler dans n'importe quelle région. D'ailleurs, on a des étudiants qui viennent des dom-toms parfois et qui se forment en GPN au CHEP et qui retournent ensuite, par exemple, à La Réunion, on a eu le cas, ou en Martinique, et qui vont travailler ensuite sur leur île et qui peuvent poursuivre grâce à ce BTS en tant que technicien naturaliste. Donc il n'y a pas de problème. Une question d'Arnaud Robib. Bonjour, j'ai postulé via Parcoursup. Dois-je tout de même envoyer un dossier ? Alors en fait, cette année, pas forcément, parce que les dossiers, on les lit chez nous, en fait, via Parcoursup. On est en plein dedans, là, avec ma collègue, qui est prof principale de première année. Et on passe beaucoup de temps actuellement à décortiquer les dossiers sur Parcoursup, mais on a eu 230 candidatures et on a 28 places. Donc il faut nous laisser le temps un petit peu de lire tous les dossiers. On essaie de vraiment bien les lire, de porter beaucoup d'attention à chaque étudiant, parce que ce qu'il faut, là, c'est déceler leur motivation à travers juste ce dossier et éventuellement peut-être en contacter quelques-uns plus tard
en visioconférence, mais ça va être un peu compliqué à mettre en œuvre parce qu'ils sont vraiment nombreux. Donc pour l'instant, les dossiers papier sont pas utiles tant que le dossier a été bien complété. S'ils souhaitent apporter des pièces supplémentaires, par contre, il n'y a pas de problème, ils peuvent les envoyer à l'adresse contact du CHEP et elles nous seront transmises directement et on pourra les regarder en plus de ce qu'il y a déjà sur Parcoursup. Alors justement, on a beaucoup de questions sur ces dossiers Parcoursup. Quels sont les éléments que vous prenez le plus en appréciation pour sélectionner vos élèves ? Alors ce qui va compter, ça va être pas forcément que des bonnes notes. En fait, on n'est pas sur des critères uniquement académiques. L'idée, c'est de chercher des gens motivés. Donc, ce qu'on va regarder, c'est la fiche à venir avec les appréciations du conseil de classe et avec surtout les appréciations à propos de la capacité à poursuivre des études. On va regarder surtout aussi la lettre de motivation du jeune. C'est sûr que nous dire qu'on aime la nature et les animaux, c'est pas suffisant. Et malheureusement, on lit beaucoup ça sur les lettres de motivation. Mais tout le monde aime la nature et les animaux. Donc, ce qui importe, c'est d'avoir un projet professionnel derrière et de vouloir vraiment faire ce GPN dans un but d'intégrer peut-être un syndicat de rivière, une fédération de chasse, une réserve, d'avoir déjà une idée de ce qu'on aimerait faire derrière. Et je sais que c'est pas forcément évident à 18 ans, mais c'est vraiment important parce que on a quelques candidats qui ont vraiment un projet qui se dessine. Donc forcément, ceux-là vont être avantagés par rapport aux autres. Après, ça va pas être seulement les notes. On va pas regarder que les notes de bio et les notes de chimie, par exemple. Là, on n'est pas en train de recruter pour une prépa. Donc, on s'intéresse à l'intégralité du dossier du candidat. Alors, en quelques mots, Sébastien Genin, parce qu'on a beaucoup de questions qui nous parviennent sur les réseaux. Une question de Walter Tossetti. Y a-t-il des sorties ornithologiques ? Oui, quelques-unes. On travaille notamment avec la réserve de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, il y a l'ornithologue de la réserve qui fait des sorties régulières avec nos étudiants, notamment pour leur apprendre la reconnaissance visuelle et tout un travail sur les oiseaux hivernants sur la réserve de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et également une autre séance où il va y avoir plutôt de la reconnaissance au chant. C'est juste des bases. Attention, on ne forme pas des ornithologues spécialistes en GPN. Ça, c'est pas vrai, ça peut pas arriver. Et celui qui vous dira ça vous mentira. Par contre, on va faire quelques sorties et donner les bases. Et ceux que ça intéresse, après, on va les encourager à se former au travers de leur stage d'inscription dans des associations naturalistes et il y a tout un travail à faire derrière. Mais oui, on fait un petit peu d'ornithologie en GPN au CHEP. Une question assez précise qui nous est posée par Valentin Soudet. Y a-t-il une étude sur les ripisylves ou sur la dynamique morphologique des cours d'eau ? Oui, alors ça fait partie d'un module que j'enseigne également au BTS2 qui est le MIL, c'est le module d'initiative locale où chaque lycée peut choisir quel module il met en œuvre pour son BTS. Et nous, on a choisi, lorsque le BTS GPN a été un petit peu transformé en 2011, il y avait de la chimie avant et elle a été enlevée, on a choisi de prolonger la chimie de l'eau en continuant l'étude des cours d'eau. Donc on fait une étude de la ripisylve, effectivement, de tous les alentours de la rivière, du cours d'eau, on fait un peu d'hydromorphologie et on va surtout travailler sur la physico-chimie du cours d'eau et sur des relevés naturalistes qu'on peut faire pour qualifier la qualité de ce cours d'eau ou pas. Et derrière, faire des propositions d'aménagement. Voilà. Après, on n'est pas non plus sur une spécialité de gestion des milieux aquatiques. Ça, c'est un BTS Gémeaux qui est vraiment différent du nôtre. Nous, on va travailler sur tous les milieux naturels et les cours d'eau en font partie. Pour vous, Sébastien Genin, qui nous est posé par Laurence, y a-t-il une licence pro GMNF au CHEP ? Non, alors ça n'existe pas encore. L'idéal, c'est de faire une licence pro qui soit un peu différente de ce qu'on a vu en BTS pour, juste comme je disais tout à l'heure, avoir une deuxième corde à son arc. Donc là, on est en train de réfléchir au montage d'une licence pro. Bon, vu la configuration actuelle et le confinement, clairement, ça ne pourra pas se faire pour la rentrée de septembre 2020. Mais on espère dès l'année d'après. On est en train de travailler dessus en interne et avec nos partenaires. Et on est en train vraiment de réfléchir à monter une licence pro qui serait vraiment typique du CHEP et qui répondrait surtout aux besoins des professionnels avec qui on travaille. Il ne faut pas faire une licence pro pour le fun, entre guillemets. Il faut vraiment que ça réponde à un besoin et que derrière, il y ait un emploi vraiment, en tout cas dans la région dans laquelle on travaille. Merci beaucoup Sébastien Genin pour vos précisions sur cette formation, le BTS GPN. Vous pouvez d'ailleurs trouver beaucoup de précisions et de réponses à vos questions sur le site du CHEP, chep78.fr. On va enchaîner avec la dernière partie de cette JPO Digital. C'est concernant la formation en alternance et en apprentissage, surtout au sein du CHEP. On va dans quelques instants avoir Brian Brisson, qui est formateur dans le CFA et qui va pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur l'apprentissage, c'est le moment ou jamais. Brian Brisson, est-ce que vous êtes avec nous ?
Oui, je vous entends, vous m'entendez ? Alors, donc bonjour à vous. Vous êtes formateur dans le CFA, donc rattaché au CHEP 78. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes formations que le CFA propose ? Et bonjour à tous déjà. Le CFA du CHEP, il propose plusieurs niveaux de formation dans le domaine des paysagers, des aménagements paysagers, du CAP jardinier paysagiste, en passant par le BPA qui est maintenant la nouvelle formule du BEP. Ensuite, on va remonter à un niveau d'études, en niveau 4, où vous allez avoir le brevet professionnel, aménagement paysager, qui permet aux jeunes de pouvoir accéder à une continuité suite à leur premier diplôme en espace vert. Et puis depuis quelques années maintenant, on a aussi le BTS aménagement paysager en apprentissage du coup. Alors quels sont les cours qui sont proposés à vos élèves et comment le temps scolaire se décompose entre la partie théorique et la pratique chez le maître d'apprentissage ? Alors justement, je vais commencer déjà par le rythme d'alternance en fait. Donc c'est des sessions d'une semaine en entreprise et une semaine en centre de formation. Ça dépend aussi des classes. Les BTS font 2 semaines en centre de formation et 2 semaines en entreprise. Donc voilà, concrètement, on peut faire la somme, ça équivaut à entre 17 et 21 semaines sur l'année en centre de formation, et tout le reste, ils sont en entreprise au vu de la signature de leur contrat d'apprentissage, qui reste un contrat de travail. Et du coup, qui dit contrat de travail dit seulement 5 semaines de congés payés, comme tout salarié en France, et du coup, le reste du temps, ils viennent dans notre centre de formation. Alors justement, l'apprentissage, ça permet aussi d'avoir une rémunération pour les apprentis. C'est important puisque vous pouvez suivre des études tout en étant rémunéré par l'employeur et d'avoir un contrat qui offre aussi quelques aides. Est-ce que vous pouvez nous les préciser ? Oui, donc déjà là, au niveau de la rémunération, elle se fait sur une base d'un pourcentage du SMIC qui est fixé en fonction de l'âge et d'expérience de l'apprenti. Donc voilà, et puis sur les aides, potentiellement vu qu'on a des jeunes qui sont en situation d'apprentissage, il y a des aides au déplacement par exemple, ou pour les étudiants en études en BTS aménagement paysager, ils peuvent accéder même aux aides au logement en fonction de leur rémunération. Alors quel type de profil recherchez-vous pour intégrer justement ces formations en apprentissage ? Moi, je suis d'accord avec tous mes collaborateurs précédents sur le qualificatif de motivé, un jeune motivé pour commencer. Faut pas oublier qu'on est dans une filière professionnalisante et que du coup on se professionnalise aussi par l'investissement et la motivation. Donc principalement, on veut des jeunes qui soient dynamiques, motivés, potentiellement qui aiment l'école. Alors en général en filière professionnelle, on a beaucoup de jeunes qui nous disent ouais, j'aime pas l'école, le collège ça m'a pas plu, donc je viens en filière professionnelle. C'est pas que. La filière professionnelle permet aussi d'obtenir des diplômes et dans le domaine des espaces verts, de l'environnement et de la forêt. Donc non, il faut être motivé et puis surtout faire la démarche. Alors comment on postule dans vos formations pour intégrer justement le CHEP en apprentissage ? Donc il y a du coup des journées portes ouvertes qui sont organisées comme ça qu'on est en train d'effectuer, qui vous permet justement des renseignements et des informations sur les modalités d'inscription. Ensuite il faut remplir un dossier d'inscription, mais c'est sous réserve d'avoir l'obtention d'une promesse d'embauche ou d'un contrat d'apprentissage. On peut pas démarrer une filière par apprentissage sans contrat d'apprentissage signé avec un patron, un organisme ou une structure. Donc voilà, il y a un des premiers prérequis, c'est quand même d'abord la signature d'un contrat d'apprentissage et beaucoup de motivation. Et enfin, une dernière question pour vous, Brian Brisson. Quels sont les débouchés une fois diplômé ? Est-ce qu'on trouve facilement du travail en étant justement dans cette voie d'apprentissage ? Alors justement, oui, c'est un peu ce que nous disent les patrons quand on les rencontre. Ils veulent justement que le centre de formation soit un vivier pour leurs prochaines embauches et leurs futurs employés. C'est-à-dire que eux, ils ont tout intérêt aussi à former leurs apprentis pour ensuite pouvoir les embaucher. Certains patrons même les poussent à continuer leurs études tout en re-signant un contrat d'apprentissage. Donc oui, il y a du débouché en tant que jardinier paysagiste, chef d'équipe, pour les plus courageux, chef d'entreprise aussi.
Mais oui, il y a des débouchés. Alors j'ai fait une petite recherche là, juste avant l'interview. J'ai noté 2310 entreprises espaces verts en Île-de-France, ce qui équivaut à 11 700 salariés dans le domaine des aménagements paysagers en Île-de-France. Donc il y a du monde dans les espaces verts, et prenant en compte notre portefeuille de contacts qui avoisine les 300 entreprises et structures du paysage, on a de quoi proposer des futurs salariés, des futurs professionnels aux entreprises. Effectivement, des métiers donc qui recrutent. Merci beaucoup, Brian Brisson. Donc, on le rappelle, vous êtes formateur au sein du CFA, rattaché donc au CHEP 78. N'hésitez pas à poser vos questions, vos dernières questions sur la page Facebook, YouTube. On va reprendre le directeur du CHEP 78 qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est votre partie, c'est la partie des questions-réponses avec le directeur Stéphane Amiot, directeur du CHEP 78. Et si vous avez également des questions auxquelles on ne peut pas malheureusement répondre, vous avez le site internet chep78.fr où vous pouvez trouver toutes les réponses et également des vidéos de présentation avec l'ensemble des filières qu'on a détaillées, que ce soit le niveau lycée, le niveau formation continue aussi pour les personnes un peu plus expérimentées qui nous regardent. Stéphane Amiot, vous êtes de retour avec nous. Oui. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser. Vous avez suscité beaucoup d'intérêt, notamment sur Facebook. On va commencer avec une question assez clair et assez simple de Christine. Comment et quand s'inscrire? Alors, quand et comment, donc en fonction de la filière d'où on vient, donc si on est au collège, on peut très bien suivre le parcours avec Affelnet. On peut également, pour ceux qui viennent donc qui ont terminé leur troisième, donc d'un collège, donc de pouvoir par Affelnet. Par rapport à ceux qui veulent rentrer en BTS, donc Parcoursup. Sinon, il y a toujours une possibilité de solliciter une inscription via l'adresse mail, donc jpo@chep78.fr, en enjoignant donc les coordonnées donc des parents et du jeune, la classe souhaitée, et en intégrant donc les 2 derniers bulletins donc scolaires, donc du premier et deuxième trimestre de cette année, et une petite lettre de motivation. À l'issue, donc on essaiera de réaliser un entretien en visio. À défaut de pouvoir le faire en vis-à-vis comme on avait l'habitude de procéder jusqu'à présent. Une question qui nous est posée sur l'accessibilité des formations. Je suis justement en situation de handicap. Comment cela se passe? Est-ce qu'il peut intégrer votre formation au sein de CHEP 78? Tout dépend de la situation de handicap, tout dépend de la formation que l'on souhaite suivre. À aujourd'hui, nous, en tout cas, on accompagne et on essaye d'accueillir au maximum donc, les personnes en situation de handicap. Là, on est vraiment sur du traitement donc individuel et particulier. Donc là, l'idéal, c'est plus. Enfin, la réponse, elle est apportée à chacun. On ne peut pas avoir une réponse générale, sachant que, voilà, nous, en tout cas, on met en mesure tout ce que l'on peut mettre en place pour pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap. Une question qui nous est posée par Julie Barrault. Est-ce qu'il est possible de partir étudier à l'étranger pour travailler sur de nouveaux paysages après une formation au centre? De toute façon, nous sommes sur des formations, donc des diplômes d'État. Il est tout à fait après possible d'aller travailler à l'étranger avec les diplômes français, tout à fait. Une question de Christine sur la situation géographique du centre. Comment accéder au lycée par les transports en commun? Donc, on est desservi par 2 gares, la gare de Montfort-la-Maurie-Méré qui est la ligne Paris-Dreux, sur la gare des Essarts-le-Roi qui est sur la ligne donc Paris-Rambouillet. Et ensuite, il y a des bus aussi qui desservent donc l'établissement le matin et l'après-midi et le soir, pardon. Et pour ceux qui sont vraiment un peu trop éloignés, on a également l'internat où on peut arriver donc le lundi matin et repartir le vendredi d'après-midi. On essaye de concentrer les cours justement pour les internes, donc en démarrant les cours le lundi midi, en les terminant donc le vendredi midi, pour justement laisser le temps à chacun de pouvoir arriver le lundi matin et repartir donc en début d'après-midi le vendredi pour rentrer chez soi et pouvoir bénéficier d'un week-end complet et studieux. Une question de Laurence qui s'interroge: comment choisir entre la formation continue ou l'alternance? Alors là, peut-être un petit amalgame. La formation continue, c'est plutôt ce qu'on va appeler la formation pour adultes. Donc là, c'est lorsqu'on sort d'un cursus scolaire, qu'on a déjà été soit en activité professionnelle ou
ou sans activité depuis quelques temps ou pour une réorientation. La formation après par alternance, soit on reste sur de la formation dite scolaire par intermédiaire du lycée professionnel, soit la formation par alternance par la voie de l'apprentissage. Après, c'est une question d'autonomie et de capacité au travail, que ce soit sur l'enseignement général et sur l'enseignement professionnel. Donc là, c'est quelque chose que l'on peut également donc étudier individuellement au cours de l'entretien. Une question qui se rattache justement à cette précédente question de Corinne. Les contrats d'apprentissage sont-ils aussi valables pour les formations d'adultes ? On peut signer un contrat d'apprentissage jusqu'à 30 ans. Après, il y a même quelques dérogations au-delà de 30 ans. Donc oui, les contrats d'apprentissage sont valables pour les adultes, puisque à partir de 18 ans, on est un adulte. Une question d'Océane, question que beaucoup de personnes se posent en ce moment avec la situation actuelle du coronavirus. Est-ce que vous avez des nouvelles concernant la reprise ? Non, on n'a pas plus de nouvelles que tout ce que l'on peut entendre aujourd'hui dans les journaux ou dans les médias. Il y a une rouverture prévue potentiellement à partir du... Une question. Aujourd'hui, je n'ai pas encore suffisamment d'éléments pour pouvoir le dire, notamment sur les conditions d'accueil qui vont nous... La chose que je pourrais dire, c'est qu'on rouvrira l'établissement à partir du moment où on a la capacité d'assurer en effet la sécurité et le bien-être de chacun, aussi bien donc des apprenants que du personnel. Une question de Cyril Noiret qui s'interroge. Les vœux sur Parcoursup sont terminés. Comment peut-on encore postuler chez vous ? On a quelques places hors Parcoursup, étant un établissement privé, donc on peut étudier. Alors forcément, Parcoursup sont prioritaires, mais il est tout à fait possible de nous envoyer un dossier hors Parcoursup qui sera étudié également. Une question de Julie qui s'interroge sur les passerelles qu'il peut y avoir entre les différentes formations. Est-ce que si la seconde ne nous convient pas, on peut repartir sur un bac général ? Tout à fait, on peut retourner sur un bac général sans aucun souci ou un bac technologique. Une question qui nous est posée cette fois-ci par Walter. Le BTS GPN nous permet-il une orientation vers la formation soigneur animalier ? On est sur un dispositif un petit peu différent. On peut en effet se diriger après sur la formation de soigneur animalier, mais qui est plutôt sur des diplômes d'un niveau inférieur. Mais ça ne fait pas de passerelle complète pour autant. On ne peut pas prétendre être soigneur animalier avec uniquement la formation, que ce soit un BTS ou un bac pro. Alors, on nous regarde très nombreux d'ailleurs sur cette JPO, on vous remercie. On nous regarde même à l'autre bout du monde puisqu'on a Robin qui nous pose une question de la Réunion. Il souhaiterait intégrer le CHEP dans la filière jardinier paysagiste et trouver un maître d'apprentissage. Mais comment doit-il s'y prendre ? Est-ce qu'il faut trouver un maître d'apprentissage maintenant ou à la rentrée en septembre 2020 ? Alors, je voudrais déjà remercier nos partenaires de La Réunion, puisqu'on les a rencontrés juste avant le confinement, et donc heureusement qu'on a pu faire ce déplacement et être présent. Et donc encore merci à nos partenaires de relayer cette IJPO. Oui, on peut, pour tout ce qui va être, on va dire, les jeunes qui viennent d'assez loin, et donc de La Réunion ou d'outre-mer, là on est sur du cas aussi un petit peu particulier. On a aussi des partenariats privilégiés avec les collectivités donc territoriales. Donc le plus simple, c'est de rentrer en contact direct pour qu'on puisse échanger sur le projet et accompagner en effet chacun, sachant qu'il est quand même préférable d'avoir déjà travaillé en amont sur la recherche d'un employeur pour venir sur un contrat d'apprentissage. Mais tout ça, on a un accompagnement aussi que l'on met en place pour accueillir ces jeunes qui viennent de l'autre bout du monde, pour reprendre vos propos. Une question qui nous est posée par Audrey. Mon fils voudrait rentrer dans votre établissement. Il est actuellement en 3e, préparation métier. Mon fils a une dyslexie auditive. Est-ce que vous prenez des élèves dans une situation comme celle de son fils ? Tout à fait. Donc n'hésitez pas, si Exactement. vous voulez. Votre fils peut intégrer donc cette formation. Ça va être le mot de la fin. On vous laisse un petit mot pour conclure, Stéphane Amiot, puisqu'on a eu l'ensemble des intervenants précédents. Est-ce que vous souhaitez adresser un dernier mot aux spectateurs qui nous regardent et qui hésitent peut-être encore à rejoindre votre centre ?
Déjà, qu'ils n'hésitent pas à nous rejoindre, qu'ils n'hésitent pas à revisualiser en effet donc cette JPO qui sera donc disponible sur nos réseaux sociaux. Je voudrais à nouveau remercier déjà l'ensemble des internautes, remercier VN Media pour nous avoir accompagnés sur cette IJPO et de nouveau nos intervenants que je félicite pour la qualité de leurs interventions qui n'a pas été forcément facile pour nous, puisqu'on est plutôt habitué à du face-à-face que indirectement comme ceci. De ne pas hésiter à aller sur notre site internet, il y a beaucoup de réponses à toutes les questions sur le site internet, et encore une fois, n'hésitez pas à envoyer vos dossiers d'inscription sur jpo@chep78.fr ou de poser toutes vos questions également sur contact au singulier @chep78.fr. Merci beaucoup Stéphane Amiot et merci à vous de nous avoir suivis pour cette journée porte ouverte digitale de Chep 78. Bonne fin de journée à vous.